Bonjour ou rebonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne L'Équipe pour suivre en direct l'avant-dernier week-end de la saison 7 du championnat du monde de Formule électrique. Retour en terre londonienne pour cette FIA Formula I après 5 années d'absence et on découvre cette grille de départ avec Maxi Günther et Jean-Éric Vergne 24e et 23e respectivement. La grille de départ qui a été donc disputée après les qualifications et la Super Pole. J'ai toujours le plaisir d'être aux côtés du reporter à la rubrique auto du magazine L'Équipe, Maxime Mallet. On va revenir sur cette séance qualificative que l'on a pu voir il y a quelques instants sur la chaîne L'Équipe et donc ce qui explique cette ouverture et donc cet agencement de grille de départ assez spectaculaire et assez surprenant comme souvent puisque les leaders du championnat sont globalement en fond de grille. Et oui, et ça a malheureusement pénalisé Jean-Éric Vergne, voilà, notre double champion de Formule E, qui a été celui qui a le plus souffert de cette situation dans le groupe 1 puisqu'il va s'élancer en 23e position. Maximilian Günther, à lui, va s'élancer de la 24e parce qu'il est sorti de la piste. Ça a été l'accident qu'il y a eu dans cette qualification. Il est sorti de la piste avant l'épingle du virage 15. Et donc, vu qu'il a obligé la direction de course à sortir le drapeau rouge, son temps a été annulé et il partait dernier, quoi qu'il arrive, dans ce genre de configuration. Alors il y a toujours un débat sur les qualifications, mais globalement c'est quand même plutôt apprécié. Alors certes, les leaders du championnat n'aiment pas trop parce que le fait d'être dans le premier groupe et donc d'ouvrir le bal pour les qualification, eh bien forcément on a une piste verte comme l'on dit avec peu d'adhérence et c'est ce qui explique que normalement c'est quand même un petit déficit de s'élancer en premier sur des circuits de formule électrique et c'est ce qui explique donc que l'on retrouve notamment Jean-Éric Vergne en 23e position, Robin Frijns qui est 3e du classement général provisoire partira en 22e place, donc vraiment ce n'est pas Jean-Éric Vergne qui s'est raté, c'est simplement que les conditions de piste du premier groupe sont un petit peu plus compliquées, mais on voit que depuis le début de l'histoire de la formule électrique on a ce système là ou quasiment depuis le début et ça fonctionne parce que on rebat les cartes quasiment à chaque fois et c'est ce qui explique que le championnat soit à chaque fois très serré. Et on se retrouve avec à 4 courses de la fin de la saison avec 15 pilotes qui peuvent être titrés facilement, peut-être même un petit peu plus. En tout cas, si le 15e aujourd'hui l'emporte, il peut revenir dans le top 2, le top 3 du championnat et tout est relancé vraiment à chaque course. Souvent on se retrouve avec les meilleurs ensemble, donc ils sont un peu en fond de grille mais ils sont regroupés, c'est à celui qui va être capable de trouver la faille, de remonter, de marquer, d'aller marquer 1, 2, 3, 4 points, peut-être de faire le meilleur tour. Voilà, chaque point a son importance, donc il faut vraiment jamais abandonner, toujours tenter, toujours essayer, même si c'est difficile a priori. Ce circuit n'est pas forcément le plus facile pour dépasser. Il ne faut jamais lâcher parce que le moindre point pourra faire la différence le 15 août au soir de la dernière course de ce premier championnat du monde, officiellement championnat du monde de Formule 1. Et oui, la Formule électrique est devenue championnat du monde au même titre que le championnat du monde d'endurance, le championnat du monde de Formule 1, des rallyes. Alors que là on suit quelques petites notes sur l'environnement parce que la Formule électrique veut aussi promouvoir donc la bonne tenue sur cette terre de l'environnement et d'avoir le moins d'émissions possible. Donc on trouve des solutions. Il y a aussi l'extrême E qui était évidemment créé par Alejandro Agag aussi. Donc on a toute cette envie de promouvoir donc une planète neutre en carbone et d'ailleurs Envision Virgin Racing est la première équipe qui a été quasiment 100% sur le fonctionnement en tout cas et bien 100% respectant la planète et c'est l'une des seules équipes, la seule équipe d'ailleurs qui a eu cet honneur là, donc on a bien l'occasion de mettre en avant tout cela. On est à quasiment 100 jours de la COP 27 donc voilà, c'est important de le souligner. La COP 26 pardon, ça sera à Glasgow et on est à 100 jours de tout cela, de cette échéance. On continue la grille de départ, de remonter cette grille. On a vu Nick Cassidy avec le numéro 37, cette équipe Envision Virgin Racing qui a placé ses deux pilotes au championnat 3e et 5e qui là vont vivre une course un petit peu difficile évidemment en partant du fond de grille. Oliver Turvey a eu un petit peu plus de mal, lui n'est pas bien placé au championnat puisqu'il est en 22e position mais il s'est un petit peu raté lors de cette séance qualificative et on retrouve le leader de ce classement général à domicile, Sam Bird et l'équipe Jaguar Racing, simplement 18e. Là il va falloir vraiment compter sur l'attaque mode et sur le fan boost s'il a été soutenu par les fans. Peut-être un petit peu d'action aussi à l'avant avec des possibles accrochages. On va voir quel est l'état de la piste qui était un petit peu humide pour les qualifications.
Donc est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle est toujours très glissante, notamment au moment où on ressort de cet Excel London, hein, puisqu'on a cette piste qui est en partie en intérieur, en partie en extérieur. Donc est-ce qu'au moment des changements d'adhérence aussi, il n'y aura pas des choses à faire pour les pilotes qui sont derrière, des choses à tenter? Et donc forcément, est-ce qu'il n'y aura pas un peu d'action et on ne verra pas la voiture de sécurité sortir à cause de ça? Donc voilà, il faut essayer de profiter de tout ce dont il est possible de profiter quand on part de si loin. On aperçoit Eduardo Mortara, le Suisse, qui très sympa, parle très bien français également. Jean-Éric Vergne qui s'entraîne, c'est important, hein, ces petits entraînements de réflexes notamment avant de s'élancer. DS Techeetah qui est une équipe évidemment extrêmement expérimentée dans cette formule électrique et qui encore une fois connaît vraiment de très belles choses. Shengela est à droite de l'image, qui fait équipe en championnat du monde d'endurance de la FIA avec Tom Blomqvist. Ils s'entendent très bien. Le troisième larron, c'est Stoffel Vandoorne, et donc c'est important évidemment pour Shengela de venir ici, de soutenir quand on est à Londres. On en profite, on a aperçu aussi, si vous êtes fidèle des courses de GT d'endurance, Philippe Eng pour l'équipe BMW qui venait dire un petit mot à Antonio Félix da Costa. Et puis le favori des fans, l'un des favoris des fans comme Antonio Félix da Costa, Stoffel Vandoorne, qui ne s'élance que 14e. Il a connu un accident notamment lors des essais libres, lui qui est aux côtés de Gary Paffett là, sur cette grille de départ. En tout cas physiquement, je veux dire, il a remplacé Gary Paffett au volant de cette Mercedes. Ça va être compliqué aussi pour lui parce qu'il a un petit peu raté sa qualif, hein, Stoffel Vandoorne. Oui, il était dans le groupe 3, donc il aurait été vraiment en position de profiter de cette piste qui s'améliore. Il était vraiment en position idéale pour partir devant. Malheureusement non, il s'élance seulement en 14e place, et c'est un coup dur quand même pour lui sur cette course. Et même s'il a le fan boost, c'est pas ça qui va suffire à compenser une position comme ça sur la grille. Non, parce que c'est surtout à la stratégie que ça va se jouer sur ce circuit ici au Excel London, sur les docks de Londres. Normalement, c'est ce que toutes les équipes redoutent. Les dépassements ne vont pas être très faciles à orchestrer. Donc on va voir, hein, il va y avoir donc tous les subterfuges, ou en tout cas toutes les techniques qui sont offertes aux pilotes et aux équipes, notamment l'attaque mode, mais également le fan boost. On va le découvrir dans quelques petits instants, alors qu'on aperçoit les pilotes qui sont bien placés, notamment au classement général provisoire. Et puis Pascal Wehrlein également, qui veut absolument offrir une première victoire à Porsche. Voilà, le fan boost, un vote par jour. Il suffit de s'inscrire sur fiaformula-i.com/fanboost, ou alors de scanner le QR code. Et puis ensuite, eh bien, on peut avoir la possibilité de soutenir nos pilotes favoris. Jean-Éric Vergne, pour l'instant, fait partie des 5 pilotes qui ont été choisis à l'heure actuelle. Vous avez encore combien? Une demi-heure pour pouvoir voter pour Norman Nato, 18e pour l'instant de ce classement, mais ça monte vite, hein. Il est à 1%, il peut vite venir à 8% et essayer de titiller Nyck de Vries. Il y a vraiment une lutte également aussi à ce niveau-là. Da Costa généralement qui est soutenu par les fans. 35 courses que Da Costa et Vandoorne ont été sélectionnés dans le cadre de ce fan boost. Ça fait tout simplement depuis le début de la saison 5 qu'à chaque fois ils ont cet avantage de puissance. Pendant 5 secondes, ils ont une puissance multipliée pour pouvoir leur permettre, pourquoi pas, de pouvoir essayer d'orchestrer un dépassement. Voilà, c'est un petit avantage pour dépasser, finir un dépassement, pour tenter de se protéger d'une attaque. Ça va pas faire une différence gigantesque. C'est pas le attack mode, hein, qu'on active et qui dure 4 minutes où on a plus de puissance. C'est quelques secondes, mais dans une situation très serrée, sur un bout de ligne droite ou une reprise d'accélération, ça peut faire toute la différence et ça peut faire gagner une place. Et comme on le disait, ce championnat est tellement serré qu'une place en fin d'année peut vraiment faire toute la différence. Donc tout compte. Oui, tout compte. Les 3 points du poleman sont revenus à Alex Lynn. Il a donc 37 points au compteur désormais. Il est toujours 17e du classement général. Un petit point à l'issue de la séance qualificative pour avoir signé le meilleur temps pour André Lotterer, le pilote Porsche. Il a donc 33 points au compteur. Maintenant, il y a 25 points sur la table pour cette première course. On va rappeler quand même que demain, on se retrouvera une heure plus tôt, hein, d'ailleurs qu'aujourd'hui, aux alentours de 13h15, pour vivre les qualifs et puis Superpole et la course évidemment depuis Londres. Et donc un double header qui va permettre à chaque fois de gagner 25 points au vainqueur. C'est le classement FIA Formule 1 évidemment, comme d'habitude. Donc 13h15 pour cet e-prix de Londres, la deuxième course. On va d'abord vivre la première évidemment aujourd'hui. Puis ce soir, on se retrouve, hein, pour tous les fans de foot
foot, le multiplex Ligue 2. Ce sera donc à 18h40, la première journée à vivre donc sur la chaîne L'Équipe. Va avoir vraiment un gros spectacle en perspective, Maxime, et on va essayer de vous faire vivre au mieux cette première course de ce week-end, de ce e-prix de Londres dans le cadre de la 7e saison déjà du championnat de Formule électrique, le championnat du monde. Il y a un titre de champion du monde à la clé et ça peut peut-être motiver encore plus les pilotes qui le sont déjà. Énorme journée sur la chaîne L'Équipe, donc on espère qu'on va lancer l'après-midi parfaitement après cette qualification très intéressante. On espère que la course va nous offrir un bon feu d'artifice pour commencer. C'est vrai que on nous dit que la piste c'est difficile de dépasser, etc. Mais bon, j'ai confiance en ces pilotes. On approche de la fin de saison quand même, on est très proche de la fin de saison. Les points comptent quasiment double ou triple maintenant, donc tous les pilotes qui sont en lutte pour le championnat, ils vont vraiment essayer d'aller gratter une place ou deux. Je pense que ça va être très offensif. Souvent la première 20 minutes on gère, on voit un petit peu comment combien on dépense d'énergie, notamment par rapport aux autres. Est-ce qu'on en a un peu plus, un peu moins, en roulant dans les mêmes temps. Et ensuite dans les 25 dernières minutes plus un tour, puis c'est 45 plus un tour, c'est là où on va pouvoir être un petit peu plus offensif et attaquer. C'est là aussi où du coup il faut savoir à quel moment prendre l'attaque mode. Voilà, qui peut être utilisé 2 fois et chaque mode attaque dure 8 minutes. Oui, c'est la nouveauté ce week-end, on l'a appris il y a quelques minutes. 8 minutes d'attaque mode, 35 kW de puissance supplémentaire, ce qui veut dire en fait que on change de tracé en tracé. Et là à Londres, comme c'est un circuit qui n'est pas trop énergivore, eh bien on se permet d'offrir 8 minutes par activation de cette attaque mode. C'est quand même énorme, Maxime, donc on va avoir du spectacle, c'est sûr. Déjà qu'à Monaco on redoutait que les dépassements ne soient pas au rendez-vous, il y en a eu énormément. Et bien là je pense qu'on aura également du spectacle ici à Londres. Et 8 minutes c'est quand même beaucoup, 2 activations obligatoires par pilote. L'avantage évidemment d'avoir plus de puissance, Maxime, il est un petit peu gommé parce que pour venir le déclencher, cette attaque mode, on peut perdre une place ou deux parce qu'on va à l'extérieur du virage 16 et donc c'est pas la trajectoire préférentielle. Oui, il y a cet aspect, puis on a un total d'énergie à dépenser qui ne change pas. Donc avoir 8 minutes d'attaque mode, si on veut pouvoir l'utiliser pleinement pendant ces 2 fois 8 minutes, ça veut dire qu'il faudra économiser un peu plus sur tout le reste de la course. Donc en fait on est en train de créer un différentiel un peu plus important entre les voitures qui ne sont pas en attaque mode et celles qui l'ont. Et c'est là où justement on va pouvoir avoir de l'action, des attaques avec ces différences-là de performance. C'est ce qui peut nous donner beaucoup de spectacles. Et c'est ce que vous disiez, Maxime, c'est vraiment la gestion de l'énergie. C'est la formule électrique, c'est le principe qu'ils veulent mettre en place. Il y a eu des polémiques à l'issue du week-end de Valence, mais parce qu'il y a eu beaucoup de safety car. Et pendant les phases de safety car, de voitures de sécurité, en fait, le directeur de course enlève une potentielle utilisation d'énergie. Et donc, on diminue artificiellement le nombre de pourcentage de kilowatts utilisables. Donc, les voitures, en fait, elles peuvent terminer la course. Elles peuvent faire même beaucoup plus que 45 minutes plus un tour, mais on limite volontairement la puissance de ces batteries et surtout l'utilisation en termes d'énergie. Vous allez voir et on va l'apercevoir après une quinzaine, vingtaine de minutes, le pourcentage d'énergie restant pour ces voitures, mais ça c'est voulu par la direction de course, si je puis dire, parce que c'est la FIA qui monitore tout ça, qui surveille l'utilisation de ces puissances. Si on utilise trop de puissance avant la fin de course, c'est ce qui était arrivé malheureusement à cet homme, Norman Nato, le français, qui s'élance 6e sur la grille de départ, eh bien il y a disqualification. Mais globalement, c'est pas parce qu'on est à 0% que la voiture ne peut pas rouler. C'est simplement qu'il faut arriver à 0, il faut optimiser, il faut passer la ligne jusqu'à 0 ou aller un petit peu plus 1% pour pouvoir terminer. Mais c'est vraiment la FIA qui regarde ça. Les voitures peuvent aller un petit peu plus loin, donc c'est pas un problème d'énergie dépensée, c'est plutôt voilà, de façon artificielle que parfois les stratégies se mettent en place et il faut essayer de régénérer de la puissance, donc c'est-à-dire de la batterie, parce que lors des phases de freinage, avec le frein va redonner de l'énergie à la batterie et la recharger, et donc c'est important ces phases de régénération, lâcher l'accélérateur plus tôt, freiner plus tôt, bien accélérer. C'est toute une stratégie que les pilotes également vont mettre en place, donc c'est pas que l'équipe, c'est aussi le pilote qui est très important. Ouais, c'est un style de pilotage très particulier, c'est pour ça que quand on a vu des pilotes venir d'autres séries, notamment la Formule 1, on s'étonnait un petit peu de ne pas les voir tout de suite aux avant-postes. C'est parce qu'il y a vraiment un apprentissage à faire du style de pilotage de la Formule E pour régénérer, pour préserver l'énergie, parce que voilà, on veut
qu'on ait à préserver de l'énergie du début à la fin, quel que soit le scénario de la course. C'est pour ça qu'on enlève des kilowatts d'énergie disponible s'il y a une voiture de sécurité. On ne veut pas qu'il y ait une voiture de sécurité d'un quart d'heure et qu'ensuite tout le monde puisse parte pleine balle pour la fin de course. Non, on veut encore de la gestion. Ça peut créer des problèmes comme à Valence où il y a un petit peu des agréments entre les équipes et la direction de course sur le nombre de kilowatts qu'on peut enlever. Voilà, mais ça permet d'avoir du suspense malheureusement parfois jusqu'après les courses. On en parlait, Norman Nato qui a eu son podium à Rome qui avait été annulé parce qu'il avait été disqualifié pour avoir dépassé de très peu la puissance autorisée. Donc alors ce qui est intéressant, Maxime, c'est que la sanction elle arrive plutôt rapidement. Alors je suis pas content quand il y a une sanction, j'allais dire, mais au moins on ne va pas faire monter sur le podium le pilote qui aura été donc trop gourmand en termes d'énergie, parce que en fait on a vraiment une surveillance, une télémétrie en temps réel, en direct. La télémétrie justement c'est la définition de la part de la FIA qui vraiment s'assure que toutes les équipes respectent le même tableau de marche. Tout ça encore une fois pour respecter une équité entre les constructeurs et les équipes un petit peu moins performantes. Mahindra par contre elle a réussi à retrouver de la performance, cette équipe de Dilbagh-Gill, avec la pole position donc pour Alex Lynn. Ça faisait un petit moment qu'il l'attendait, il était avec DS Envision Virgin Racing à l'époque en 2017 quand il avait signé la pole position pour sa première course dans la discipline. C'est ce qu'avait réussi d'ailleurs Jean-Éric Vergne en 2014 pour son arrivée en Formule E, paf, directement la pole. Donc c'est signe aussi que les pilotes sont très très rapides, mais en revanche ensuite dans la course il faut gérer cette énergie disponible. On découvre ce tracé, ce théâtre de Londres avec un tracé très très spécifique. On l'a présenté tout à l'heure lors des qualifications. 2 km pardon, 252, 22 virages pour ce London Excel circuit, et c'est vraiment un tracé qui est particulier. C'est une première mondiale à la fois en indoor et à la fois en outdoor. Dans quelques petites minutes on va donc suivre cette course sur le tracé de l'Excel London. On sait faire le spectacle en formule électrique. Un des avantages d'être à l'intérieur. Tout à fait. Il peut y avoir des concerts justement privés pour l'ensemble de ces concurrents de formule électrique. Cet Excel London qui d'ailleurs lors des Jeux Olympiques en 2012, puisqu'on est en période olympique évidemment, avait accueilli des épreuves de boxe, de lutte, d'escrime, de tennis de table, d'haltérophilie, de judo ou encore de taekwondo. C'était en 2012 à l'occasion de ces Jeux Olympiques de Londres. Les pilotes sont derrière, les pilotes participent à cette fête, mais je suis pas sûr que l'envie soit de faire la fête. On est plutôt très concentré à 5 minutes du départ de cette course. Ouais, c'est le moment où les pilotes rentrent dans leur bulle normalement, donc je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui apprécient et l'oreille tendue pour écouter la musique. Là on est plutôt, c'est le moment où on met le casque, on rentre dans sa bulle, les dernières vérifications, derniers échanges avec son équipe, les ingénieurs, dernière vérification. Voilà, c'est le moment où on bascule. Oui, et je suis très surpris justement de voir cette petite cérémonie. Mais voilà, on fait le spectacle, c'est aussi ça la formule électrique, c'est vraiment aussi le spectacle avant tout. Et on veut essayer de pouvoir offrir aux fans, à vous, téléspectateurs, également le meilleur spectacle possible. En indoor, en outdoor, c'est ça, le London Excel. Et d'ici quelques petites minutes, on va pouvoir assister au départ de cette e-prix de Londres, la première course de ce double header qui se déroule à la fois en intérieur mais également en extérieur. Si l'on rajoute la pluie qui est venue se mêler à la fête, notamment lors de la séance d'essai libre numéro 2 et puis le début de la qualification, eh bien c'était évidemment extrêmement intéressant. D'ici quelques petites secondes, on va marquer une pause, on va revenir dans moins d'1 minute 30 sur la chaîne L'équipe pour vivre donc cette e-prix de Londres, cette e-prix qui s'annonce d'ores et déjà mythique et historique. On est dans les rues de cette capitale, sur les docks, ici même donc. En terre londonienne, ça faisait 5 ans qu'on n'était pas venu ici depuis 2016 et l'épreuve de Battersea Park.
La Formule électrique, le championnat du monde de Formule électrique à suivre en direct sur la chaîne L'équipe. Les ingrédients sont réunis, nous sommes ensemble pour cette course de 45 minutes plus un tour. L'avant-dernier week-end de cette saison 7 va pouvoir donc démarrer la première course sur les deux au programme. Et on découvre les positions de pointe avec la 6e place pour Norman Nato, la 5e pour André Lotterer, 4e position sur la grille pour Sergio, c'était Camara. On sait faire le spectacle, hein. Ici on a eu un petit concert très rapide, assez surprenant d'ailleurs, hein. On l'a dit Maxime Mallet, mais on va évidemment s'intéresser maintenant à la course. Dans une minute, le départ va être donné. Sébastien Buemi, 3e sur cette grille. Ça fait plaisir de revoir l'équipe Nissan-Idams en forme. Jake Dennis, le Britannique, en 2e position pour l'équipe BMW, Andretti Motorsport et le Poleman. Ça faisait depuis 2017 qu'il n'avait pas connu cette joie. Alexander Lynn et sa Mahindra numéro 94. Dans quelques petits instants, Maxime, ça va être parti pour ce Prix de Londres. 45 minutes plus un tour, on rallume les lumières puisque ce circuit est atypique. C'est une première mondiale en indoor, en outdoor, et on a à l'heure actuelle D'Acosta, Bird, Van Dorn, Vergne et De Vries qui vont pouvoir bénéficier de ce fan boost. Allez, retient son souffle et dans quelques instants, le départ va être donné à 16h03 exactement, sous les yeux de Tommaso Volpe, François Sicard et de l'ensemble de ces acteurs de Formule électrique. On va voir comment cette première ligne 100% britannique s'élance et ce premier virage à l'intérieur avant de ressortir, d'être un peu intérieur-extérieur, puis de sortir pour de bon sur cette piste un peu plus humide. Donc ce premier tour risque d'être vraiment très intense. Pas de tour de formation, vous le savez, dans quelques instants, le départ va être donné. Légère chauffe des pneumatiques. Et à l'extinction des feux, on va pouvoir donc s'élancer. La tension est présente. Les 5 feux rouges vont s'allumer. À l'extinction de ceux-ci, ça sera parti à gauche de l'image. Lynn à droite, Dennis. C'est parti avec le bon envol pour le Poleman, pilote Mahindra qui tout de suite va prendre la première position et va la garder surtout et conserver la ligne intérieure derrière. Attention Maxime aux différents contacts éventuels avec notamment Pascal Wehrlein et sa Porsche qui est venue assez proche de ses adversaires et notamment de Mortara, j'ai l'impression. Bon, c'est compliqué pour Alexander Sims avec la Mahindra. Ah bah oui, il est venu taper le mur. Oh, derrière il y a des dégâts avec notamment Mitch Evans. Je me demande si c'est pas une Jaguar qui a perdu un petit bout de carrosserie. La voiture numéro 20 donc qui a été prise au piège. Alexander Sims également qui est au ralenti. C'est une bonne nouvelle pour Vergne, Jean-Éric Vergne avec la DS Tichita qui remonte un petit peu. Attention au virage numéro 10, on le sait, avec l'attaque d'Edo Mortara sur Antonio Félix D'Acosta. Mais attention évidemment, ce petit jeu, on peut se faire déborder par ses petits camarades. Oliver Turvey a essayé de se montrer dans les rétroviseurs de Mortara. Ah, il est serré hein, ce tracé pour l'instant. Lynn, Dennis, Buemi, Lotterer, c'était Camara et Nato. Les 6 premiers sont restés quasiment dans le même ordre. Il y a eu un bon départ d'André Lotterer qui a réussi à chipper la 4e place à c'était Camara. Attention au freinage également avec la voiture de chez Envision Virgin Racing. Apparemment Sims est en tête. Sims oui, est lui arrêté après le virage 8. Et il va y avoir un full course yellow, une neutralisation sur l'ensemble de ce tracé et on va respecter une vitesse limite avec ce full course yellow. Et il y a aussi des dégâts sur la voiture de René Rast. Dégâts pour Alexander Sims qui est bloqué. Quel dommage. Norman Nato qui n'a pas perdu de place, qui est resté à sa 6e place. Tout à fait. Départ un petit peu animé. C'était important. Hein. Il n'y a pas eu de gain de place, mais il n'y a pas eu de perte. Et c'est ça vraiment le principal. On a encore 43 minutes plus un tour. Le full course yellow, cette zone neutralisée pour permettre aux commissaires, aux courageux commissaires de pouvoir travailler en toute sérénité. 50 km/h à respecter. Il y a un petit bouton à actionner sur son volant. Et la voiture respecte donc la vitesse de 50 km/h. Et déjà, certaines voitures rentrent dans la voie des stands. C'est le cas de Blomqvist, de Bird. Il y a des problèmes pour le leader du championnat. On s'assure que la suspension à l'avant ne soit pas abîmée. Est-ce que c'est l'abandon déjà pour Sam Bird? Oh, quel dommage. Alexander Sims avec la voiture rouge et blanche à l'extérieur, voilà, qui se fait un petit peu écarter par notamment Nick De Vries. Et derrière on voit pas trop, voilà, c'est au fond de l'image que ça se passe en haut.
Le contact avec Mitch Evans qui se fait un peu percuter de toutes parts. Il y a René Rast derrière et le pauvre Alex Sims ne peut aller plus loin. C'était un véritable goulet d'étranglement là ici. Et certains donc se sont fait piéger et non des moindres, le leader du championnat. On le disait, en Formule électrique, tout peut changer en très peu de temps. On n'a pas trop eu pour Bird, on a vu Evans qui partait, qui était pris en travers, enfin entre deux feux, en sandwich et qui partait un peu en travers, qui perdait un bout de carrosserie. Et pour Bird, on n'a pas vu particulièrement ce qui s'est passé. Oh quel dommage, 10 secondes de pénalité stop and go pour Jean-Éric Vergne qui a changé apparemment un élément avant le départ. Et là ça va ajouter à sa peine. Jean-Éric Vergne qui est un peu évidemment en difficulté. Günther également qui avant la course a dû remplacer des éléments. Lui c'est logique puisque il partait de la dernière position après son crash. Et on a la possibilité de pouvoir activer le mode attaque pendant 8 minutes. Oui, on le rappelle, 2 activations pendant 8 minutes, un surplus de puissance. On monte à 250 kW pour cette activation de l'attaque mode pendant 8 minutes. C'est vrai qu'il y a une sacrée différence parce qu'on passe de 268 chevaux à 335 chevaux, Maxime. Oui, 2 activations qui sont aussi obligatoires. Si on ne fait pas l'activation, on prend une pénalité. À la fin de la course, donc on perd du temps pour aller l'activer. On a vu ces 2 portes virtuelles qui sont tracées au sol avec ces marquages bleu et rouge qu'il faut absolument prendre pour activer. Donc on perd du temps à ce moment-là, on en regagne quand on a plus de puissance. Donc voilà, c'est ce balai là qu'il faut réussir pour aller le plus loin possible vers l'avant de la course. Et on a vu que parfois, par le passé, les portes activées étaient mal engagées justement, et donc il fallait réactiver le mode attaque pour les pilotes. Voilà, entre la porte rouge à droite de l'image et la porte bleue en sortie, c'est ici qu'on va pouvoir activer ce mode attaque. On a aperçu Jean-Éric Vergne et Maximilian Günther sur les voitures dorées et noires et également bleues et blanches, BMW DST Cheetah pour les 2 hommes, alors que Antonio Félix da Costa est le premier à avoir activé son mode attaque, Nick Cassidy et Robin French également. Les dégâts importants pour Mitch Evans qui va rentrer dans la voie des stands, j'ai l'impression, qui va aller tout droit. Mitch Evans avec sa Jaguar numéro 20. Eh bien les Jaguars à domicile, c'est compliqué. Voilà, Mitch Evans qui rentre dans la voie des stands. En revanche, René Rast, lui, avec son numéro 33, reste pour l'instant en piste. Et le mode attaque, voilà, avec le halo, cette partie au-dessus du casque qui est allumée en bleu, qui indique le surplus de puissance. On a quasiment 70 chevaux supplémentaires pendant 8 minutes. Mais forcément, la contrepartie, Maxime, c'est qu'on va consommer un peu plus d'énergie. Et donc, il faudra sauvegarder, économiser un peu plus d'énergie sur tout le reste de la course, puisque le total d'énergie disponible, lui, ne varie pas par rapport aux autres courses. On a juste plus longtemps avec plus de puissance qu'il faut savoir compenser. Alex Lynn qui devance Jack Dennis. Pour l'instant, les 2 Britanniques qui sont en première et deuxième position. Alors c'est normal, sur notre écran, nous n'avons pas encore les pourcentages d'énergie restants. Parce que il est tellement lent, Alex, dans les épingles, c'est compliqué. Il commence à se plaindre, Jack Dennis, de la stratégie d'Alex Lynn. Bah oui, mais en même temps, dans les épingles, c'est là où on peut essayer de faire la régène et de ne pas perdre trop de temps. Donc c'est finalement de l'énergie sauvée assez gratuitement, on va dire. Mais Jack Dennis n'a pas été très heureux de cette manœuvre de la part de cet homme, Alex Lynn, le leader. Jack Dennis qui est également dans le simulateur de chez Red Bull en Formule 1. Il roule pour BMW dans le championnat du monde de voitures électriques. Mais il est également donc en service sur tous les week-ends de course de Formule 1. On a le meilleur temps pour Da Costa avec son mode attaque. Il continue d'attaquer, il continue surtout de dépasser. Da Costa qui remonte, il s'empare de la 12e place face à Pascal Wehrlein. Di Grassi qui lui aussi a activé son mode attaque. On a changé de façon de présenter les choses, Maxime, sur les écrans, puisque cette fois-ci il n'y a plus les petits chevrons. On a simplement le temps qui découle et qui décompte, et c'est beaucoup plus simple à noter. Ils se sont dit que 8 chevrons, on verra plus grand chose sur l'écran, donc autant changer, avoir le chrono exact. Bird and Evans out of the race. Bird et Evans sont hors course, dit-on à Antonio Félix da Costa. Ça, c'est une information importante parce que Sam Bird est en première position avant d'arriver dans ce week-end ici londonien. Et en revanche, pour Mitch Evans, c'était la 8e place. Donc, on a informé en tout cas notre pilote DST Cheetah, Antonio Félix da Costa, de cette
de cette chose. Il y a aussi le championnat par équipe, oui, tout très important. Bien sûr. DST Cheetah est à la lutte avec Virgin, 2 points devant et Jaguar 3 points derrière. Donc tout ce qui va concerner ces pilotes-là aussi sera transmis à D'Acosta. C'est ce qui explique voilà, justement cela. Et Norman Nato a également activé son attaque mode et ça s'est mieux passé pour Di Grassi qui justement à l'activation a réussi à s'emparer d'une position face à Norman Nato. C'est aussi ça la stratégie. Oh, alors que l'attaque pour Robin Fringe qui lui n'a pas le mode attaque. C'est vraiment une... Ah si, il l'a. J'avais pas vu son halo allumé. C'est pour ça que je me suis fait un peu piéger. Si, il l'a bien activé ce mode attaque. Il lui reste 4 minutes 30. Good mate, focus in front, good job. Concentre-toi sur ce qui se passe devant, dit-on à Robin Fringe. Là, on a vraiment tous les pilotes qui ont activé ce mode attaque, ce surplus de puissance avec la petite flèche bleue à côté de leur nom. C'est assez clair, justement. Et selon le moment où on l'active, ben, ça fait partie du jeu aussi en rallycross. C'est pareil, hein, c'est un peu le tour de joker. Finalement, il faut choisir le bon moment pour pouvoir l'activer. Quand on a quelques petites secondes d'avantage sur son adversaire, ben, on peut peut-être en profiter. C'est le cas notamment de Lynn et Dennis hein, qui commencent à s'échapper un petit peu. Ben voilà, justement, l'illustration parfaite. Ils pouvaient le faire et ils l'ont fait. Lynn et Dennis qui mettent en place leur mode attaque. Buemi lui ne pouvait pas parce que sinon c'était Lauterer, c'était Camara et De Vries qui passaient devant lui. Oui, ils ont attendu ils ont réussi à creuser un petit peu l'écart sur Buemi. Ils se sont jetés dessus. C'est vraiment ce que tactiquement chaque équipe essaye d'accomplir, mettre assez d'écart, évaluer avant la course combien de temps on perd quand on prend le attaque mode et dès que l'écart avec la voiture de derrière est supérieur, on plonge. Mainra a tenté, se douter que Dennis derrière allait tenter la même chose et donc a fait le pari qu'il n'y aurait pas de perte de place au moment de prendre cette attaque mode. La défense de Joel Eriksson avec la voiture numéro 6 face à la voiture numéro 13 du champion en titre, Antonio Félix d'Acosta. D'ailleurs, c'est, je crois, hein, une première mondiale qu'un pilote ait été champion avec un numéro 13 dans une compétition de sport automobile parce qu'on sait, d'habitude, ce numéro porte plutôt malheur. Et bien là, ça lui a porté chance à Antonio Félix d'Acosta et pour l'instant, il est bien placé pour remporter quelques petits points face à Sam Bird. Il est 12e pour l'instant. On rappelle que les 10 premiers marquent des points. Et ça va être intéressant de suivre cette évolution du pilote portugais pendant cette course. Pilote DST Cheetah. Et là, on a vu un dépassement pour le gain de la 6e position, je crois. Oui, avec c'était Camara, De Vries, Di Grassi, Nato qui se battent pour justement ces positions-là. Ouais, Buemi fait un petit peu bouchon avec tout le reste du peloton derrière, donc ça devient très tendu. Oh, attention entre les deux Brésiliens, c'était Camara et Di Grassi. Eh bien c'est passé pour c'était Camara qui a profité en fait d'une mauvaise relance. Je ne sais pas si vous avez vu de Nick De Vries avec la voiture grise qui a gêné un petit peu Di Grassi. Et finalement c'était Camara, venait d'activer l'attaque mode et a réussi à reprendre l'avantage. C'est serré. On est dans l'Excel London en intérieur. Avec Lucas Di Grassi. Ça va jouer au freinage. On sait qu'il est rugueux, Lucas Di Grassi, et ça passe sur Sergio Sette Camara. Et derrière, il ne va pas falloir perdre des plumes pour Antonio Félix d'Acosta, qui vient de résister comme il le fallait à Edo Mortara. Mister Macao, il aime bien les rues de la ville de Macao, mais il aime bien aussi les rues des différentes villes visitées par la Formule électrique. Eduardo Mortara, victime d'un gros carton en début de saison. Alors la plainte de Di Grassi, non? Essaye d'attaquer dans ce tour. Alors on revoit à gauche de l'image Sergio Sette Camara était donc dans l'attaque mode et puis Di Grassi qui a été gêné par De Vries et il s'est fait un tout petit peu écarté par Sette Camara. On s'inquiète pas pour Di Grassi. Non, ça va pas être celui qui va se laisser impressionner par ce genre de manœuvre. C'est pas le dernier à donner des coups de roue. Di Grassi, Buemi, Lauterer, De Vries. Voilà, ça y est, ils ont activé leur mode attaque aussi. Bien joué de la part de Nick De Vries qui a profité de l'incompréhension, en tout cas de la bataille entre Di Grassi et Sette Camara pour creuser un petit peu le trou. Et donc ça y est, pour l'instant, quasiment tous les pilotes ont activé leur mode attaque, à l'exception de René Rast et de Jean-Éric Vergne. Pour Jean-Éric Vergne, il faut espérer une voiture, la sortie de la voiture de sécurité pour recoller, parce que là ils sont avec Günther derrière lui, ils sont très loin derrière le reste du peloton, donc
sortie de voiture de sécurité à espérer pour que Jarek Vergne puisse avoir une chance de remonter. Il faudrait activer le mode attaque pour cela, parce que si la voiture de sécurité arrive maintenant, eh bien, il aura encore deux activations à effectuer, alors qu'on a mis sous investigation, sous enquête, le contact entre CT Camara et Di Grassi. Ouais, c'était Camara qui, sans doute, est celui qui sera sous enquête pour le petit coup de roue sur la roue arrière de Di Grassi et qui a en plus déjà reperdu la place, donc ça pourrait être aucun bénéfice, double sanction sur une seule action. Mitch Evans eh bien, qui est reparti, on a menti à Antonio Félix da Costa, il n'y a pas eu d'abandon pour le pilote Jaguar qui a remplacé la face avant de cette Gen 2 et qui est reparti. Jaguar qui n'est pas décidément très à l'aise en son pays. Oh, l'attaque! Ah, c'était bon pour le pilote Venturi, Norman Nato. C'était bon parce qu'il a réussi à prendre l'avantage sur CT Camara, mais j'ai l'impression qu'il s'est fait peut-être griller la politesse par René Rast. Oui, Sergio CT Camara qui a perdu 2 positions dans l'histoire. Norman Nato qui a tenté le coup en dérive des 4 roues à l'épingle. C'est ici qu'on peut dépasser au virage numéro 16 notamment. Ben voilà, on avait la crainte de ne pas pouvoir dépasser. Eh bien, les craintes sont dissipées désormais. On tente, il y a des gros freinages, donc on y va joyeusement, on y va gaiement. On plonge à l'intérieur. Il y a des endroits où on peut tenter des choses quand même si c'est pas forcément le circuit plus designé pour ça, mais il y a toujours la place. Quand les pilotes ont envie, il y a toujours la place de trouver des opportunités. On se crée la place. Alors Di Grassi qui va arriver au bout de sa zone de mode attaque. Voilà, plus que 4 secondes de surplus de puissance supplémentaire et il est devant son équipier René Rast qui lui va devoir l'activer. C'est peut-être maintenant qu'il va choisir de le faire. René Rast, pas encore. Non, il ne part pas à l'extérieur justement de ce virage numéro 16. Ah bah non, parce qu'on n'y est pas, on est au virage numéro 10, c'est pour ça. Ouais, René Rast, je ne sais pas à quel point il lui manque quand même un gros bout de carrosserie à l'avant-gauche. Je ne sais pas à quel point ça va le mettre en difficulté, peut-être en termes d'équilibre de la voiture, de pneumatique, de choses comme ça, parce que c'est quand même un bon gros morceau qui lui manque sur l'avant-gauche. Oui, on est d'accord. Alors le point positif, on va dire, c'est que l'aéro joue très peu sur ces voitures de formule électrique, donc c'est plus côté crevaison potentielle ou un petit manque d'équilibre, on va dire, avec ce morceau manquant, mais il n'y a pas vraiment de perte d'adhérence plus que ça, surtout que c'est à l'avant, donc il n'y a pas de souci. Si l'élément ne bouge pas trop, ça devrait tenir. Et le classement après donc les 15 premières minutes, c'est toujours Bird qui est en tête du championnat, parce que finalement les leaders du championnat ne marqueraient pas de points pour l'instant. Donc statu quo au classement général provisoire. Attention avec Oliver Roland qui a réussi à se défaire de Nick Cassidy. Fallait y aller et il n'a pas hésité face à son adversaire néo-zélandais. On se demande un petit peu comment ils ont passé la partie des virages à droite de cette chicane, parce que ça a l'air de se diriger tout droit vers le mur. Il y a eu peut-être un petit coup de pouce de Nick Cassidy sur Oliver Roland qui essaie de remonter. Roland 15e, Cassidy 16e, Robin Frijns 17e. Lui non plus ne marque pas de points. Il était 3e en arrivant ici à Londres. Il va falloir surveiller la progression des pilotes qui peuvent être en mesure donc de remonter au classement général. Et là, on a même une information sur la régénération. Le meilleur performeur à ce niveau-là, c'est Jack Dennis devant Maxi Günther. Les BMW sont assez fortes dans ce domaine, de pouvoir recharger la batterie. Ça se fait souvent au freinage, ça se fait même d'ailleurs au freinage ou en lift and coast, c'est-à-dire qu'on lâche l'accélérateur et donc la batterie peut se recharger. Et puis on a la Porsche également d'André Lotterer qui est assez importante et impressionnante à ce niveau-là. Ça peut avoir son importance en fin de course notamment. Oui, exactement. Dès qu'on a un petit pourcent d'énergie en plus, l'ingénieur le répète au pilote pour lui signaler qu'il a la possibilité d'attaquer un adversaire qui ne pourra pas forcément défendre au maximum des possibilités de la voiture, parce que s'il cherche à défendre trop fort, il va aller dans le dépassement d'énergie, et si on dépasse l'énergie totale disponible à la fin de la course, on est disqualifié purement et simplement. Donc il y a beaucoup à perdre à dépenser trop d'énergie. Donc petit pourcent plus, faut pas hésiter à y aller pour dépasser un adversaire qui va être obligé de s'économiser, ou bien le pousser à l'erreur la plus coûteuse en termes de sanctions. Alors pour l'instant, en tête, Lynn et Dennis ne sont pas inquiétés. Ils font une course en tandem, en duo. Okay, we're doing loop again this lap. Loop again this lap. Et à ce tour-là,
encore la boucle. Et là, je pense qu'on parle de la boucle de mode attaque. Voilà, Lin qui a attaqué son mode attaque numéro 2. Qui a activé son mode attaque numéro 2. Jack Dennis n'a pas opté pour cela. Ah, c'est peut-être la différence qui va se faire en fin d'épreuve. Lin qui a tiré le premier et finalement la stratégie de chez BMW c'est peut-être d'essayer de creuser l'écart même sans mode attaque pour Jack Dennis. Et ça a l'air dans ces parties sinueuses de pouvoir payer et au moins de se mettre à l'abri d'une attaque éventuelle d'Alexander Lin. Et un drapeau d'avertissement pour Lucas Di Grassi au virage numéro 17 pour l'incident. Alors là c'est... Alors il y avait peut-être un petit quelque chose autre que oui. le petit coup... à Sergio Sette Camara peut-être. Le petit coup de Sette Camara qui touchait l'arrière gauche de Di Grassi. Je pense qu'il y a eu autre chose oui. pour que ce soit Di Grassi qui soit sanctionné. Je me sens plus rapide que Lin. C'est le moment de le montrer. C'est ce qu'il va faire. We will not drop you behind Wayme. We're monitoring the gap against. Et on est en train de surveiller l'écart. C'est toute une stratégie évidemment la Formule électrique. Il faut vraiment beaucoup parler aussi. Il y a beaucoup d'échanges avec son équipe. Il faut toujours être actif, toujours regarder sur le volant les différents chiffres, être capable de ramener les informations pour son équipe en temps réel. Donc c'est vraiment un gros travail et là on voit que Jack Dennis est plus rapide qu'Alex Lin. Oui, parce que Alex Lin a bien le mode attaque enclenché, mais Jack Dennis est en première position et pour l'instant va essayer de résister, de creuser, pourquoi pas un petit écart dans les parties sinueuses. Et c'est ce qu'il fait. Surprenant hein, cette phase de course et surprenant en la faveur de la BMW de Jack Dennis. Ouais, le job de Lin, ça va être d'essayer de s'accrocher au maximum pour qu'au moment où Jack Dennis va prendre son attaque mode, il repasse devant et qu'ensuite il soit capable de défendre jusqu'au bout sa première place. Donc voilà, il y a une grande partie de la course de la victoire qui est en train de se jouer dans ce moment-là. Est-ce que Lin est capable de s'accrocher suffisamment derrière Dennis ou est-ce que Dennis est assez rapide pour creuser un écart suffisamment grand? Reste avec lui parce qu'il veut attaquer, il veut décrocher. Voilà ce qu'on dit à Alex Lin à la radio. Alors là, le petit graphique, si on peut l'expliquer un petit peu. Alors le throttle, c'est l'accélérateur. Donc quand il est bleu, c'est accélérateur à fond. Quand c'est marqué coast, c'est-à-dire que les pilotes lâchent l'accélérateur un petit peu plus tôt que la zone de frein, mais ne touchent pas encore le frein qui s'allume en rouge. Et la régène, c'est la recharge de la batterie. Quand c'est vert, voilà, à mi-parcours, on recharge un tout petit peu la batterie. Et ça permet de pouvoir sauver quelques pourcentages supplémentaire d'énergie. Voilà, tout le côté stratégique, tactique, tout ce que les équipes cherchent à vraiment à optimiser avec le software, le logiciel qui est vraiment le cœur de la Formule E où on essaye de faire que la voiture fonctionne avec le plus de performance possible tout en dépensant le moins d'énergie possible. Et donc là il y a énormément de travail qui est fait là-dessus pour que la voiture soit la plus intelligente possible en fonction du pilotage. Voilà, c'est une des clés de la performance dans ce championnat. C'est pour ça d'ailleurs que les pilotes de simulateurs sont très importants pour essayer de donner des informations en temps réel à l'équipe. Les pilotes de simulateurs comme Sacha Fenestra par exemple pour l'équipe Jaguar, Tom Dillman, pilote de réserve de cette équipe Jaguar, ou encore évidemment Arthur Lehoucq pour l'équipe DS Techeetah. Eh bien c'est important. Stéphane Sarrazin aussi pour l'équipe Nissan Idams. Ils vont faire des tours sur le simulateur pour pouvoir donc aider les équipes sur la vraie piste, la véritable piste, pour avoir quelques informations supplémentaires. Et c'est toute cette stratégie-là qui se met en place, Maxime, pour pouvoir optimiser l'ensemble de ces courses. Il reste 23 minutes 45 plus un tour. Jack Dennis est en tête devant Alex Lin, mais Jack Dennis doit encore activer son mode attaque. On va attendre peut-être l'activation de ce mode attaque pour Jack Dennis. Close the gap to Lauter, urgent. C'est assez urgent de combler le gap avec Lauterer, dit-on à Nyck de Vries. Et pourquoi c'est urgent? Eh bien oui, parce qu'il aurait peut-être pu tenter de dépasser les deux hommes et ça ne l'a pas fait pour Buemi et Lauterer. C'est une bonne nouvelle. Ils sont restés devant Nyck de Vries. Ouais, là c'était très très juste pour Lauterer, mais c'est le bon coup de tactique puisque De Vries lui va devoir encore prendre... De Vries a déjà le attack mode, donc maintenant ils sont tous à égalité. Oui, tout à fait. Et on se bat à armes quasiment d'égal. Attention à l'attaque de Nyck de Vries sur Lauterer.
Ah oui, l'Autoreur qui n'a pas activé son mode attaque. Et pourtant, mais si, pourtant il avait bien roulé. Mais c'est ce que je vous disais, l'importance de bien prendre et de déclencher les portes. Il a dû louper. Ah oui, il a loupé l'entrée ou la sortie. Ah, la sortie. Il a loupé la sortie pour pouvoir justement bien se relancer, pour résister à Nyck de Vries. L'erreur fatale pour André Lautereur. Ah, quel dommage, parce que là, il a perdu du temps en allant à l'extérieur et en plus, il n'a pas activé son mode attaque. C'est encore une double peine. Il y en a beaucoup dans cette Formule I, mais c'est encore une double peine parce qu'on perd du temps sur un tour, on perd une place parce qu'on n'a pas la pleine puissance et puis on va devoir repasser une deuxième fois par ce attack mode parce que on est obligé de l'activer. Donc l'Autoreur va perdre gros sur... Oui, pardon, j'ai eu un peu peur avec Nick Cassidy qui a tenté une manœuvre un peu suicidaire sur Pascal Wehrlein. Ça n'est pas passé. Surtout qu'on dirait que c'est la partie du circuit qui a encore le plus d'humidité au niveau de l'asphalte. Donc ça peut devenir vraiment chaud quand on commence à freiner un petit peu des 4 roues. À partir en glisse des 4 roues, ça devient compliqué. Alors que le leader va entamer un nouveau tour, Denis qui résiste au mode attaque de Alex Lynn. Je pense qu'il faut que je mette mon mode attaque en marche maintenant parce que sinon on va perdre beaucoup de temps en cas notamment de full course kilo. Et oui, la stratégie est Jack Dennis qui accompagne son équipe. Le meilleur temps en course, un point supplémentaire pour René Rast avec sa voiture un petit peu abîmée. On le voit, ça n'a pas trop d'impact. René Rast donc 6e devant Di Grassi. L'Autoreur est juste devant mais doit activer encore le mode attaque. On va attendre peut-être l'attaque et le déclenchement de Denis et de l'Autoreur. Et puis on marquera une petite pause sur la chaîne L'équipe. Est-ce que ça va intervenir à ce tour-là pour Jack Dennis? Oui, c'est important. Il a en tête évidemment le déficit pour pouvoir mettre son mode attaque en marche. Et surtout, il ne veut pas perdre sa deuxième position potentiellement qu'il tient encore entre ses mains. Il va falloir surveiller parce qu'il est plus rapide sans avoir le mode attaque, Denis. Alors qu'il y a un drapeau jaune. Allez, faut qu'il l'active maintenant. Eh bien non, il ne l'active pas. Jack Dennis, il ne l'active pas. C'était peut-être un petit peu d'intox face à ses adversaires. Allez, on va marquer une petite pause en tout cas alors que la voiture de André Lautereur vient d'activer son mode attaque, tout comme d'ailleurs René Rast, mode attaque numéro 2 activé. On marque une pause, on revient évidemment très vite dans les rues de Londres sur la chaîne L'équipe. À tout de suite. De retour en direct sur la chaîne L'équipe pour suivre la première course de ce e-prix de Londres, la saison 7 du championnat du monde de Formule électrique avec Jack Dennis qui a activé son mode attaque. 8 minutes de pleine puissance avec 250 kW à disposition. Il a attendu, Maxime, il a attendu finalement que son adversaire Alex Lynn puisse avoir un petit peu plus de retard et il a parfaitement choisi le bon moment pour activer son mode attaque. Il a attendu la faute d'Alexander Lynn qui a loupé son freinage. Qui a failli d'ailleurs, qui est pas passé loin d'éperonner Jack Dennis et qui a, voilà, on le revoit en grande fenêtre. Ça a été assez chaud, puis il a perdu 1,5 secondes sur ce tour et donc pour Dennis c'était le moment d'aller lancer l'attaque mode sans perdre de position, rester en tête, avoir plus de puissance, pouvoir creuser l'écart à ce moment-là et donc c'est ce qu'il essaye de faire. De creuser l'écart pour finir la course tranquillement en gérant ce qui lui reste d'énergie sans stresser d'en utiliser trop. Et avec une victoire potentielle, Jack Dennis remontera en 2e position du classement général provisoire avec 2 points de retard sur cet homme, Sam Bird, qui regarde de façon très triste évidemment cet écran parce qu'il a été contraint à l'abandon, le leader du championnat, dès le premier tour avec un contact dans le peloton. Évidemment en partant dans les dernières positions c'est compliqué, on rappelle pourquoi, évidemment il faisait partie du premier groupe de qualification puisque les leaders du championnat sont donc dans les premiers groupes qui ont une adhérence un petit peu moins importante et généralement ces pilotes ne partent pas aux avant-postes mais certains arrivent à se frayer un passage dans le peloton et c'est le cas notamment de cette voiture numéro 13 avec Antonio Félix da Costa. Pour l'instant il marque le point de la 10e position donc à suivre mais il pourrait faire une très bonne opération le pilote DS Techeetah, comme quoi même en étant dans le groupe 1 c'est facile, c'est possible de remonter. Non, ce n'est pas facile. Il va essayer de dépasser Nato et Van Dorn. Nato derrière toi à 5 secondes de pénalité, donc pour l'instant ça sent bon. Oh, la mauvaise nouvelle, ça on était passé à côté. La mauvaise nouvelle pour Norman Nato qui a été jugé responsable d'une attaque un petit peu trop virulente sur son adversaire tout à l'heure. Et c'est dommage parce que le pilote Venturi, notre pilote français, l'un des 2 pilotes français engagés, était dans les points avec cette voiture numéro 71. Ça peut tenir dans les points puisque Roland qui est 11e est à 8 secondes derrière Da Costa, donc
quasiment 9 secondes entre Nato et la 11e place, donc c'est possible de rester dans les points. Bon, eh bien on va voir ça. En tout cas, Nato qui a le groupe propulseur Mercedes va peut-être aider d'ailleurs indirectement Stoffel Van Dorn, parce que il est pour l'instant 9e, et s'il a cette pénalité de 5 secondes mais qu'il gêne finalement D'Acosta dans sa progression, eh bien ça peut empêcher le Portugais de remonter fort et de marquer plus que les 2 points de la 9e place. D'Acosta qui joue pour lui et puis qui joue pour le championnat équipe, donc chez DST Cheetah on peut être sûr qu'au niveau de l'ingénieur on va le pousser à aller à l'attaque. Mais attention, parce que dans le clan français DST Cheetah, franco-chinois, eh bien on a un avertissement black and white flag pour Antonio Félix D'Acosta qui aurait, on n'a pas vu, causé une collision. Alors qu'on est avec Sébastien Buemi en caméra embarquée. Il est 3e, mais peut-être bientôt 2e. Le pilote Nissan Idams qui ferait son retour sur les podiums en Formule électrique. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu sur les podiums, et ça c'est assez surprenant pour le champion de la saison 2014-2015. 2015-2016 pardon. Je suis plus rapide que les autres, mais je fais attention à nos pneumatiques arrière, dit Jack Dennis. Et oui, il a le mode attaque. Il fait attention également à la gestion de l'énergie. Attention à ses pneumatiques. Il faut vraiment être toujours très actif, hein, Maxime, au volant. Ouais, il a creusé un écart de 4 secondes 3. C'est à l'échelle de la Formule E, c'est quasiment un gouffre, tellement on est habitué à ce que ça se joue. On voit derrière Buemi 7 dixièmes de ligne, De Vries 3 dixièmes. Voilà, c'est plutôt ce genre d'écart qu'on est habitué à voir. Donc 4 secondes 3, c'est vraiment une marge suffisante pour pouvoir gérer. Oh, attention avec De Vries qui tente l'intérieur au virage 10, et oui, ça passe sur le pilote suisse Sébastien Buemi. J'étais en train justement de regarder, ça fait depuis Berlin l'an passé avec la finale qu'il n'était pas monté sur le podium. Et bien pour l'instant c'est De Vries qui l'en empêche encore une fois. Une occasion peut-être ratée pour Sébastien Buemi de monter sur un podium, mais il ne va pas se laisser faire. Bravo, bravo, très beau dépassement. Ah oui, elle était juste. Enfin, il n'y a pas eu de contact. Fallait pas 3-4 mètres de plus de freinage. Là, ça aurait pu être un gros contact. Ça se passe entre champions, hein. Champion du monde d'endurance pour Buemi, champion de Formule 2 pour Nick De Vries. Ça se passe entre champions, et donc ça se passe bien parce qu'il y a eu une anticipation aussi de la part du pilote vaudois. Ouais, Buemi qui, on l'a vu, toute la première partie de course était plutôt à ralentir les pilotes derrière qu'à creuser l'écart. Donc il sait sans doute qu'il est peut-être un petit peu moins performant qu'une voiture comme la Mercedes de Vries. Et ne pas défendre trop âprement non plus, parce que ça serait beaucoup plus de temps de perdu, ça serait des risques d'abîmer sa voiture. Un nouveau châssis depuis Puebla, on le rappelle, pour Sébastien Buemi. Il n'avait rien à gagner finalement de trop défendre sur son adversaire. Joël Eriksson, oh là là, face à Robin Frijns. Ce ne sont pas des tendres les deux hommes. Il va pas être content Robin Frijns avec la voiture numéro 4, la voiture bleue. Ah oui, mais parce qu'en fait c'est Nick Cassidy, l'équipier de Frijns avec le 37, qui vient de passer devant Joël Eriksson. Et là, c'était pas voulu vraiment, je pense, pour Frijns, mais Joël Eriksson l'a pris pour un geste de mauvaise humeur. Et là, ça a failli mal se terminer pour le jeune Suédois. Ça ressemble à une sortie de supermarché le samedi après-midi, là, plus qu'à de la course. Oui, là, c'était pas les caddies, mais les roues s'entrechoquaient en tout cas. Alors, cette manœuvre sera évidemment suivie par la direction de course. On sait qu'ils essayent de respecter la parité, l'équité entre les différents pilotes. Jack Dennis en tête avec un boulevard d'avance. Désormais, il pourrait décrocher sa 2e victoire en Formule électrique. Le pilote BMW Andretti, pour sa première saison dans la discipline, 2 victoires et une remontée en 2e position du général. Évidemment, ça ne se refuse pas, et il a pour l'instant bien géré son énergie, 26%. Celui qui est le plus efficace pour la gestion, c'est Jean-Éric Vergne avec 29% de batterie restante, mais il n'est que 18e malheureusement. Et voilà, ça c'était sûr, on n'a pas tardé. 5 secondes de pénalité pour le geste de Robin Frijns sur Joël Eriksson. Alors que Jean-Éric Vergne vient d'activer son mode attaque numéro 2. Il va essayer de remonter. Les points, ça va être compliqué quand même pour Jean-Éric Vergne. Parce que 18e, il faut remonter jusqu'en 10e position. Et la 10e place, elle est pour D'Acosta. C'est beaucoup trop loin. Il y a 30 secondes d'écart avec la 10e place, c'est malheureusement beaucoup trop loin, avec seulement 10 minutes plus un tour pour terminer cette course. Oui, en partant loin, évidemment, c'est très compliqué
à mettre en place. Alors en termes de meilleur temps, parce que là aussi il y a un point supplémentaire attribué, eh bien il est à mettre à l'actif du pilote Jaguar Mitch Evans, et donc ce point ne sera pas à donner puisque le pilote est donc en dehors du top 10. Ça pourrait avoir une importance aussi. Ce sont des petits points qui n'iront pas dans l'escarcelle ni de Jack Dennis ni des autres pilotes comme Antonio Félix da Costa ou encore Eduardo Mortara. Il aide son coéquipier, eh oui, qui est en tête du championnat. C'est aussi ça la stratégie. On a fait repartir Mitch Evans pour cette raison-là. Pourtant, on pensait que c'était la voiture de Mitch Evans qui était la plus abîmée des deux. Et c'est pourtant Sam Bird qui a été contraint à l'abandon. 25e tour d'entamer pour Dennis qui compte 5 secondes 4 sur Alex Lynn. C'est un petit peu la même physionomie qu'à New York pour l'équipe BMW, avec une belle course, une belle première course. Cette fois-ci c'est pas Maxi Günther mais c'est bien Jack Dennis, et quand le week-end s'annonce bien et commence bien, c'est vrai qu'ensuite c'est beaucoup plus facile d'être à l'aise au volant. Mais beaucoup plus difficile de se qualifier puisque Dennis maintenant va se retrouver dans le premier groupe demain. C'est vrai. On verra ce qu'il est capable de faire avec cette petite difficulté supplémentaire. Et là on revoit le dépassement assez bien fait, même très bien fait d'ailleurs, de la part du pilote Mercedes EQ. L'on a vécu en direct. Petit blocage à l'avant droit, mais juste ce qu'il fallait. Il n'est pas allé tout droit, il a freiné idéalement. Et Sébastien Buemi, voilà, qui regarde dans ses rétroviseurs. C'est très intéressant cette vue de casque, parce qu'on a bien compris qu'il a anticipé l'attaque de Nyck de Vries. Il faut vraiment être toujours très à l'affût et toujours très concentré justement sur ce qui va se passer. Il a essayé de croiser, mais avec une deuxième épingle qui arrivait derrière, c'était pas malheureusement l'endroit où ça pouvait être le plus efficace comme manœuvre. Allez, tour supplémentaire de boucler par Jack Dennis avec sa BMW Andretti Motorsport. Tout va bien pour l'instant. Quel est l'écart avec Lynn? Il y a 5 secondes. Je dois ramener la voiture. Voilà, on se tient toujours au courant évidemment entre l'ingénieur et le pilote. On a également la remote room. On vous la montrera d'ailleurs dès demain avec les images exclusives de la chaîne L'Équipe au sein même de la formation DS Techeetah. Ça va être intéressant à noter aussi cette remote room qui existait avant cette période de coronavirus, mais qui a été un petit peu plus resserrée, j'allais dire, parce qu'avant on avait jusqu'à 10 à 15 personnes qui étaient présentes justement sur place dans les locaux des différentes équipes. Là par contre la FIA a mis le nez dans ces dispositifs et donc finalement ils ne sont plus que 6 autorisés. Il y a même des caméras officielles de la FIA qui sont là pour s'assurer qu'il n'y ait pas plus de personnes qui aident à distance donc les équipes qui sont présentes sur les docks de Londres. On veille sur tout, absolument tout à la FIA. La moindre dépense de kilowatts, tout. Pour une parfaite équité, c'est le championnat du monde de voitures de formule électrique, donc forcément eh bien, on a envie que tout se passe bien, et donc demain, vous l'avez vu, on se retrouvera en direct aux alentours de 13h15 pour la deuxième journée de compétition ici même donc à Londres. Et puis ce soir évidemment le multiplex Ligue 2, on n'oublie pas, avec à 18h40 le rendez-vous qui est donné pour la première journée, et c'est un événement. On est très heureux sur la chaîne L'Équipe de pouvoir vous proposer ce multiplex Ligue 2 en direct. Et ça sera donc le cas les samedis soirs. Multiplex Ligue 2 est présenté par Bertrand Latour. Ce soir, donc 24 juillet, dès 18h40. On a un gros programme d'ailleurs sur la chaîne L'Équipe, parce que dès demain, on vous le disait, on se retrouvera à 13h15 pour l'e-prix de Londres. Et puis également la semaine prochaine on aura les Jeux Insolites le lundi 26 juillet dès 21h, course de caisse à savon également mardi dès 21h également, grand sumo le mercredi. Bref, on a un gros programme. J'essaye de faire le mieux possible, j'essaye de tout donner, dit Alex Lynn face à Nyck de Vries, mais le pilote Mercedes a l'air d'être en forme sur cette fin de course. 5 minutes 40 plus un tour. Peut-être que la gestion des pneumatiques a été mieux réalisée aussi pour le pilote Mercedes. On voit les deux Mercedes qui sont remontés pendant cette course, donc c'est grosso modo les deux voitures les plus performantes de cette course, et qui ont vraiment permis à leurs pilotes de gagner des places. Les deux, donc il y a vraiment sans doute un petit quelque chose en plus. C'est pour sans doute faire plaisir à Toto Wolff, Toto comme ils ont mis sur les réseaux sociaux, qui est présent pour cette course, qui est forcément la plus proche des bureaux des bureaux anglais de Mercedes. Oui, tout à fait, avec cette équipe donc Mercedes EQ, donc qui est destinée à cette. Actuellement tu es 3e. Attention donc à l'utilisation du fan boost. Tu as le fan boost. Voilà ce qu'on rappelle à Nyck de Vries.
Toto Wolff, voilà Itoto qui est là. Et donc oui, je parlais de l'équipe donc Mercedes Acosta EQ. qui vient de se débarrasser de Nato. Ce qui change dans l'ordre en piste, mais pas au classement, puisque Nato a une pénalité de 5 secondes. Donc c'est dans l'idée pour D'Acosta d'aller essayer de dépasser Van Dorn. Oui, ça veut dire qu'il se sent à l'aise au volant de cette DS Techeetah et qu'il va pouvoir marquer plus que les 2 points de la 9e position. Il a le fan boost, tout comme d'ailleurs Stoffel Van Dorn, les 2 pilotes numéro 5 et numéro 13. D'Acosta. Ah, c'est possible, oui, tout à fait, puisqu'il n'est plus vert. Il l'a déjà grillé ce fan boost. En tout cas, ça confirme qu'il est vraiment très apprécié des fans. Antonio Félix D'Acosta, c'est la 36e fois consécutive que lui et Stoffel Van Dorn reçoivent ce petit surplus de puissance offert par les fans. On en est au 81e e-prix de l'histoire de cette formule électrique et cet e-prix devrait pouvoir être remporté par BMW avec Jack Dennis à son volant à domicile. Le pilote britannique donc sur les docks de Londres qui à 3 minutes 40 plus un tour a creusé largement l'écart face à Alex Lynn, le poleman. Et derrière c'est Nick De Vries qui attaque fort. Et toute l'équipe Mercedes EQ qui est basée donc à Alfterbar et également donc à Vanbury va pouvoir suivre ça de près. Ça va être dur pour Lynn sans doute de résister à De Vries. Ça veut dire qu'on va avoir encore du spectacle sur cette fin de course avec sans doute De Vries qui va être à l'attaque. Alors pour expliquer ce qui se passe à droite de l'écran, donc quand c'est plutôt violet et bleu, on va dire qu'on utilise à fond la puissance et l'accélérateur. Et au moment du freinage, quand c'est rouge et vert, eh bien on régénère. Et encore un dépassement au même virage, superbe. Encore une fois très très bien réalisé. C'est la 2e position pour Nick De Vries qui vient d'effacer Alex Lynn et il déclenche son fan boost. Superbe stratégie. Petit coup de fan boost à la réaccélération pour se mettre à l'abri. Voilà, creuser l'écart directement et éviter de prendre la même manœuvre au freinage suivant. Très très bonne attaque pour Nick De Vries, le pilote néerlandais qu'on a suivi déjà le week-end dernier lors des 6 heures de Monza dans le cadre du championnat du monde d'endurance de la FIA. Superbe attaque et cette fois-ci il n'y a pas eu de blocage de roue à l'intérieur. Ça a été encore plus propre que lors de son dépassement sur Sébastien Buemi. Imparable. Ah, là, ça à partir du moment où il arrive à l'intérieur comme ça, vu l'enchaînement qui suit, c'est terminé pour lui. Bien préparé en tout cas cette attaque et le gros freinage avec le déplacement du volant aussi qui a été bien maîtrisé là, sur ses épingles. C'est pire qu'à Monaco, là il faut vraiment tout de suite être très réactif sur le volant. Énormément d'amplitude des 2 côtés, faut y aller, faut pas se cogner les coudes sur les côtés du cockpit. Non, ça c'est sûr que ça pourrait être un peu problématique en tout cas, puisqu'il remonte au classement, qu'il est 2e, il y aurait 7% d'énergie tout comme le leader Jack Dennis, et bien il remonterait avec 77 points en 4e position, un numéro que Mercedes connaît bien, le 77 évidemment avec Valtteri Bottas en Formule 1, mais cette fois-ci c'est les 77 points pour Nick De Vries qui remonte au classement 4e position avant la 2e journée. Il sera donc potentiellement dans le groupe 1 de qualification dès demain. Donc bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, c'est un petit peu toujours comme ça en Formule 1. Bonne nouvelle, tu es dans le top 6 du classement. Bon, mauvaise nouvelle, tu vas t'élancer dans le groupe qui est censé être le plus désavantagé au niveau de la piste en qualification. Il va falloir faire du damage limitation, comme on dit, limiter au mieux les dégâts et faire un chrono le meilleur possible dans cette première phase pour essayer d'être mi-grille, on va dire, et non pas sur les dernières lignes de cette grille de départ. Voilà, c'est pour ça depuis le début de la saison, on n'a vu aucun pilote rentrer dans les points 4 courses de suite. Donc voilà, c'est très très difficile d'enchaîner les performances puisque dès qu'on est performant, on revient dans ce top 6 et on est replongé dans ce problème du groupe 1. Et bonne nouvelle pour DS Techeetah qui profite de la mauvaise performance des 2 Envision Virgin Racing avec Cassidy 14e et son équipier French 15e, eh bien il serait à égalité donc grâce aux 2 points glanés par Antonio Félix D'Acosta. C'est vraiment une course d'équipe, c'est ce que l'on dit. Donc DS Techeetah face à Envision Virgin Racing, ça continue le duel et il serait donc à égalité avant la 2e course de ce double header ici à Londres. Et on a le top 9 qui est assez proche en termes d'énergie restante, donc ça va être très difficile de lancer des attaques maintenant, de tenter vraiment quelque chose. Gagner une place dans cette fin de course, ça va être quelque chose d'assez épineux pour les pilotes qui sont dans les points. Oui, c'est toujours plus compliqué en fin de course. Évidemment, les écarts ont été creusés. D'ailleurs, par cet homme, quelle belle course et quelle belle stratégie de la part de Jack Dennis qui pourrait décrocher sa 2e victoire de la saison.
Très belle maîtrise de la part de Jack Dennis qui remonterait donc avec 79 points en deuxième position du classement, juste derrière Sam Bird. Il y a encore un tour, un petit peu plus de 2 km 2 à parcourir pour Jack Dennis sur ce tracé assez atypique. Si vous nous rejoignez, eh bien, on est dans le dernier tour de cette 7e épreuve de la saison 2020-2021, la saison 7 de Formule électrique. Et on est donc sur ce e-prix de Londres avec un tracé qui est à la fois en intérieur, ici même, puis en extérieur. Et le dépassement pour René Rast sur son équipier. Ça, c'est une bonne nouvelle pour René Rast qui va glaner des petits points supplémentaires avec la 6e place. De danger pour Norman Nato, qui est très bas au niveau de l'énergie dépensée, qui a plus que 9% pour finir le dernier tour, malheureusement. Il va falloir faire de la régène là parce qu'il est à moins d'1%. Et puis s'il retombe sous les 5 secondes d'avance, par rapport à Roland, il va perdre le bénéfice de cette 10e place. Donc c'est une situation très compliquée pour le pilote français. Oui, compliqué parce que oui, il est déjà passé sous les 5 secondes, j'ai l'impression. Il y a 4 secondes 5 désormais d'écart entre lui et Roland. Oh, les 0% sont malheureusement atteints. Ça va être très compliqué pour le pilote Venturi. Ouais, donc normalement on devrait malheureusement avoir une disqualification. Oui, c'est dommage. Norman Nato, le français, qui va laisser une place à une équipe française, Nissan Idams, sur la 10e position de ce classement. Les derniers virages pour Jack Dennis, qui devrait donc s'illustrer une nouvelle fois cette année. La 2e victoire après celle de Valence. Et encore une domination. Bravo à Jack Dennis, victorieux à domicile ici à Londres. Superbe place également pour Nick De Vries, un très beau podium. Je crois qu'il est content. Il est très heureux, Jack Dennis. Il s'impose donc devant Nick De Vries qui aura su vraiment faire une très belle course d'attaque également. Quand on disait que c'était pas facile de doubler, eh bien je crois que certains ont prouvé le contraire. Pour la plus grande joie de Ian James, le team principal, le directeur de cette équipe Mercedes EQ. La 3e position, elle revient donc au pilote Mahindra Polman, Alex Lynn qui a sauvé un podium devant Sébastien Buemi, André Lauterer et René Rast 6e. Une belle course et de belles manœuvres de dépassement. Oui, et malheureusement on a vu Nato qui a complètement dégringolé, qui est même arrêté en bord de piste. Voilà, plus d'énergie, on n'avance plus malheureusement, c'est dommage. Encore une fois ça s'est joué à très peu. Alors encore une fois, ce n'est pas que la batterie n'a plus d'énergie, mais il est arrivé à 0. Le compte finalement de la FIA qui est bien tenu est arrivé à 0. Donc il n'y a plus d'énergie disponible, on va dire officiellement. Il a ralenti pour tenter de ne pas franchir cette limite. Mais ensuite quand il s'arrête, c'est qu'il fait un reset de la voiture et ensuite il peut avoir accès à l'énergie restante dans la batterie en véritable énergie restante. Eh bien la joie pour les spectateurs présents. On pensait à un moment que ça pourrait être à huis clos, mais non, il y a bien des spectateurs qui sont présents sur le bord de cette piste ici à Londres pour acclamer le vainqueur Jack Dennis. Superbe prestation, il aura vraiment construit sa victoire parce que même quand son adversaire et compatriote Alex Lynn a eu le mode attaque, c'est-à-dire le surplus de puissance de quelques chevaux supplémentaires, eh bien il a été en mesure de résister. Oui, il savait, il tenait le rythme, il estimait même que Lynn en début de course était un peu trop lent dans les épingles, donc il savait qu'il avait un peu de vitesse en réserve par rapport à cette première partie de course où il était 2e. Et dès que ça s'est joué avec des prises d'attaque mode différenciées entre les deux, il a quasiment su que c'était fait, que c'était gagné pour lui. Donc il est passé en tête et il a conservé la tête face à un Lynn qui avait l'attaque mode. Donc il était assez tranquille et il a construit un succès qui est assez large, plus de 5 secondes. Il a vraiment à aucun moment été inquiété dans la 2e partie de la course. Superbe maîtrise. Je pense que Lynn, qui a ensuite perdu une place sur De Vries, sera quand même extrêmement satisfait de signer un podium chez lui. Bien sûr. Voilà, deux Britanniques sur le podium aussi. Même résultat qu'à Valence d'ailleurs. Alors en 2e place, c'est pas Lauterer, c'est Nick De Vries, mais on a encore, quand Jack Dennis s'impose, Alex Lynn 3e. Et donc les 3 pilotes sur ce podium qui sont passés par les coursives, un petit peu à l'instar de Percy à l'époque, et qui sont venus donc se montrer ici même devant la tribune principale. La victoire et la joie pour Jack Dennis. Alors derrière, on l'a vu dans les coursives, la surface évidemment est très différente. C'est le concrete, le béton
pression hein, que je pensais avoir justement avant ce week-end, mais non, heureusement on a utilisé une résine justement pour que l'adhérence soit parfaite, parce que sinon s'il y avait eu cette surface là, c'était nos amis chez Top Gear qui avaient essayé d'utiliser tout simplement une Formule 1 il y a quelques années, une Toyota de mémoire, et ils n'avaient pas pu atteindre plus que 130 km/h sur cette surface. Voilà, Philippe Eng qu'on a aperçu et qui vient féliciter le vainqueur Jake Dennis. Donc voilà, heureusement qu'on a opté pour un autre type de surface pour ces pilotes de Formule électrique qui nous ont offert un beau spectacle, et il n'y a pas eu de problème d'adhérence, hein, Maxime. Non, par contre on a vu un petit problème a priori pour Sébastien Buemi et Oliver Roland. Ils sont sous enquête pour avoir utilisé trop d'énergie, donc il est possible qu'on ait encore 2 disqualifications supplémentaires. Donc voilà, le problème n'a pas été la surface, mais bien les habituelles questions d'énergie. Rien n'a été faussé par ce contexte très particulier du indoor-outdoor, comme on dirait à Londres. Tout à fait. Et des surfaces différentes, et c'est les questions habituelles et les choses à gérer et les problèmes habituels de la Formule E avec cette sauvegarde d'énergie qui ont été au cœur de la course comme sur les autres épreuves. Bien sûr, et là la différence avec d'autres épreuves, c'est qu'on a en temps réel justement cette consommation, donc c'est pas power overuse, il n'y a pas eu trop de puissance utilisée par rapport aux 200 kW, mais c'est plutôt sur l'ensemble de la course, il y a eu trop d'énergie à utiliser, un petit peu comme Norman Nato et René Rast qui prend le point du meilleur tour, et qui donc prive l'équipe Jaguar de ce trophée éventuel. La victoire donc pour le Britannique Jake Dennis devant Nick De Vries et Alex Lynn. Nos Français terminent donc en 14e position pour Jean-Éric Vergne et en malheureusement 21e position pour Norman Nato, qui n'aura pas pu aller se classer même à l'issue de cette course. Il aura fait pourtant une course solide, il partait 6e Norman Nato. On va essayer de le soutenir dès demain, Norman, tout comme Jean-Éric Vergne et l'équipe DS Techeetah, qui a réussi quand même à placer une voiture dans les points avec Antonio Félix da Costa. C'est aussi ça la force d'un pilote champion ou potentiellement titrable, c'est toujours de rester dans la course. Et voilà, il marque que 2 points, mais c'est toujours 2 points de prix par rapport à Sam Bird, par rapport à Robin French, Mortara, Cassidy. Voilà, lui fait partie de ces pilotes qui étaient déjà dans le top 3 et qui le restent. Oui. Et Jean-Éric Vergne maintenant est en position plus favorable qu'aujourd'hui, puisqu'il est toujours à la même distance, 13 points pardon, du leader du championnat, mais il est 9e, donc il sera dans le groupe 2 et il a une vraie chance maintenant de rentrer dans cette super pole et de se battre pour la pole et de partir devant demain. Donc c'est toujours ce même les hauts les bas, un petit peu le sinusoïdal de la Formule E, où c'était difficile aujourd'hui, mais il y a une vraie opportunité demain. Eh bien en tout cas c'était intéressant à suivre justement, et c'est ce qui fait tout le charme de cette Formule électrique qui donc réussit à chaque fois à être très surprenante. Votre 2e victoire cette saison après une course très bien maîtrisée, expliquez-nous un petit peu. Je suis vraiment ultra content de cette course, je pensais déjà être sur le podium. C'est vraiment exceptionnel de pouvoir m'imposer ici. Vraiment, je suis très heureux. Dans la stratégie, j'ai été un petit peu trop prudent peut-être au début, mais ensuite on a activé l'attaque mode et ça a payé. Quand vous avez pris le mode attaque, vous aviez déjà creusé un petit peu l'écart alors que lui avait déjà activé son attaque. J'ai pu faire 5 tours d'attaque et j'ai pu donc creuser l'écart. Alors quand j'ai vu qu'il faisait une erreur, je me suis dit allez, c'est le moment de pouvoir activer mon mode attaque. J'ai fait vraiment 3 tours de qualif, j'ai tout donné, j'ai eu 2 secondes d'écart, j'ai pu déclencher mon mode attaque en toute tranquillité. Eh bien oui, la stratégie bien exploitée, bien expliquée par Jake Dennis. Au moment où Alex Lynn déclenche son mode attaque, évidemment il y a un changement de leader, puisque Jake Dennis, pour la 2e activation du mode attaque, n'a pas opté pour une stratégie similaire. Et ensuite il a pu résister, surtout c'est ça la clé hein, Maxime, il a résisté alors que son adversaire avait le mode attaque. Voilà, il est resté devant à ce moment-là, et puis dès qu'il a vu que Alex Lynn avait cette erreur, ce freinage manqué qui lui a fait perdre 1 seconde et demie
tout à coup il a plongé pour prendre le mode attaque et s'envoler vers la victoire. Vous êtes sur le podium à la fin de cette course, vous partiez 9e, c'est vraiment phénoménal ce que vous avez fait. Ouais, merci. J'ai utilisé l'énergie au mieux. Heureusement, parce que mes adversaires ont été très fair-play avec moi. Il a fallu survivre en début de course. On a eu quelques problèmes cette année d'ailleurs, ça fait plaisir de revenir dans la course. C'est vraiment génial de pouvoir revenir sur le podium et de pouvoir vraiment offrir un bon résultat à l'équipe. On a vu qu'on était fort hier, mais pas suffisamment. Dans les qualifications, on a essayé de maximiser notre place et ça a payé. Nick De Vries, un pilote exceptionnel véritablement, qui roule en endurance désormais avec donc plusieurs équipes et notamment le Racing Team Nederland. Il est vraiment en vue et Nick De Vries à chaque fois c'est un phénomène. Vraiment, il est déjà ultra sympa. Alors ça c'est une bonne chose. Il est ultra rapide et il sait maximiser vraiment à chaque fois les opportunités comme il l'a fait avec Alex Lynn, mais juste avant avec Sébastien Buemi. Il a remercié Buemi et Lynn de ne pas avoir fermé trop la porte quand il a fait ses tentatives, qui étaient suffisamment franches pour que ses adversaires comprennent qu'il valait mieux pas insister. De toute façon, il était, on l'a vu ensuite, plus rapide que ces deux pilotes-là. Oui, tout à fait. Alors que là, on est sur les docks de Londres. On aperçoit d'ailleurs le bateau qui a participé au Vendée Globe avec Alex Thompson, qui est juste présent sur la gauche de votre image. Pas le bateau blanc, évidemment, mais l'autre. Et puis, donc, le tracé qui nous a vraiment régalé en indoor, en outdoor. Superbe spectacle. Alors qu'on va écouter Alex Lynn, poleman donc, de cette course. Mais évidemment, c'était quand même un bon travail. Vous êtes content ? Oui, j'ai débuté de la pole position, je termine 3e, j'ai essayé avec la puissance que j'avais de résister face à Jake. Ouais, je pense qu'on peut être content de cette course. Oui, alors pas très loquace on va dire, et puis on n'a pas posé trop de questions parce qu'on se doute qu'il est quand même certes content d'être sur le podium, mais enfin un peu frustré ou en tout cas déçu de ne pas avoir pu conserver cette première position à l'issue de cette course. C'est pas le plus loquace, hein. Non, c'est vrai. Après avoir réalisé la pole, il n'était pas spécialement volubile, donc je pense qu'il est quasiment au maximum de sa joie là. Il faudrait qu'il y ait un attack mode pour les réponses aussi en interview. Mais bon, très focus, également très concentré, hein, Alex Lynn. Mais c'est ici qu'il a commis l'erreur, peut-être qui lui a été fatale, on va le dire, mais pas sûr, hein, parce que déjà en termes de rythme, Jack Dennis était quand même un peu au-dessus du lot. Mais cette erreur a pu faire comprendre à Jack Dennis que c'était le moment de pouvoir activer son mode attaque, alors qu'on aperçoit des dégâts de la voiture de l'équipe Envision Virgin Racing, notamment Nick Cassini qui était venu au contact avec Joel Eriksson. Ouais, ça a vraiment entériné la perte de sa première place. Il y avait aucun moyen de revenir après cette erreur-là. C'était trop pour espérer avoir encore une chance de gagner. Alors on va découvrir à l'issue de cette 12e course de la saison une nouvelle fois le classement officiel du championnat. 81 points pour Sandbird qui malgré son abandon reste en tête du championnat pour 2 petits points simplement désormais devant Jack Dennis. Antonio Félix da Costa toujours placé, toujours très solide, hein, le pilote portugais. 3e pour l'équipe DS Techeetah. Nick De Vries 4e, Robin Frijns est en 5e position. Jean-Éric Vergne est un petit peu plus loin, 9e. Il va avoir, c'est ce que vous avez dit, hein, Maxime, la chance donc d'être dans un autre groupe un peu différent pour cette séance qualificative de demain. Et on voit avec la 2e place de Lynn, maintenant on a 16 pilotes qui sont en position d'être demain soir en tête du championnat du monde, puisque Alexander Lynn, s'il faisait un carton plein demain, ce serait 30 points. Et 30 points, il aurait un point de plus que Bird et il pourrait être en tête. Donc c'est cette densité incroyable, cette incertitude qui se maintient et qui va se maintenir jusqu'à la dernière épreuve. Il faut maximiser les opportunités que les pilotes ont, marquer autant de points que possible quand la chance se présente. Et en une victoire, on peut passer de 12e à 2 ou 3e du classement. Et puis le meilleur tour en course est revenu à René Rast, une 22.539. On a réutilisé des images de la qualification parce que oui, ce n'était pas les images de la course et les conditions de piste, notamment ici à Londres. Il avait un petit peu réajusté l'avant de sa voiture. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'on a choisi une image comme ça. C'est qu'on voulait pour les sponsors peut-être pas forcément montrer une voiture abîmée. Alex Lynn, Jack Dennis et Nick De Vries qui se connaissent bien parce que dans les formules de promotion, des formules monoplace, ils ont d'ailleurs
pu croiser leurs routes respectives. Ils sont tous passés par des séries Formule 3, Formule 2 et puis désormais maintenant championnat du monde de Formule électrique. Ils sont pour deux d'entre eux, De Vries à droite et au centre, Jake Dennis, pilote d'essai, pilote de réserve pour des équipes de Formule 1. Red Bull pour Jake Dennis et Mercedes pour Nick De Vries. Ils savent s'occuper, ces pilotes. C'est vrai qu'on est habitué aux ambiances de Formule 1 qui peuvent être un peu glaciales, même entre coéquipiers, mais dans la plupart des autres championnats, c'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus détendu. Romain Grosjean en parlait quand il a découvert l'IndyCar, où les pilotes sont quasiment chacun dans leur motorhome, au cœur du circuit et ensemble, et limite font des barbecues ensemble. C'est une atmosphère complètement différente. Et en règle générale, dans les autres championnats, l'ambiance, les relations entre les pilotes sont pas les mêmes que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir en Formule 1 ou au sommet de la chaîne alimentaire automobile. C'est une ambiance beaucoup plus entre prédateurs. Bien sûr, c'est sûr. Alors d'ailleurs, on va retrouver ces deux de ces hommes, en tout cas Alex Lynn en bleu et Nick De Vries en gris, Mercedes EQ au 24 heures du Mans sur la chaîne L'équipe. Évidemment, on vous tease déjà ça, mais les 21 et 22 août, eh bien, on va se retrouver sur les routes sartoises, la piste sartoise, les 24 heures du Mans. Voilà, 21, 22 août en direct, dispositif exceptionnel avec les équipes de Marc Minari et des consultants évidemment de luxe. On va pouvoir donc surveiller tout ça avec la présentation par Messaoud Benterki et puis toute l'équipe donc qui va vous accompagner 21-22 août. Vous pouvez d'ores et déjà marquer cet événement sur vos tablettes. Le podium d'ici quelques petits instants. Eh bien, on va donc célébrer la victoire du pilote britannique à domicile qui a mis fin à la domination des francophones ici même. C'était sur le Battersea Park que les francophones étaient en forme. Et bien ici sur cet Excel London, sur les docks, les Britanniques peuvent prendre la suite et enchaîner demain. On va voir, en tout cas sur ce double header, deux courses donc dans un même week-end. C'est le format global de cette saison en 7, mais lors de la saison 8 on en aura un petit peu moins des double headers. On y reviendra dès demain à 13h15 pour cet e-prix de Londres, la deuxième journée, la deuxième course avec séance qualificative, Superpole, puis la course évidemment à suivre. Nick De Vries qui termine à la deuxième position. Il est allé la chercher, cette deuxième place et cette position sur le podium. David Richards qui est là. Beaucoup de célébrités aussi qui sont venues. On vous les présentera peut-être demain. Et le grand vainqueur, donc le vainqueur de cette course, il s'agit de Jake Dennis. Deuxième victoire cette saison pour le Britannique de l'équipe BMW. Merci beaucoup en tout cas Maxime Mallet pour vos commentaires. Et on s'est régalé véritablement. On est prêt à se retrouver demain avec peut-être un petit peu plus de pluie encore, on verra. Oh oui, on va voir ça. 13h15 donc pour suivre la deuxième journée de compétition. Et puis on vous remercie toutes et tous pour votre fidélité évidemment, pour avoir suivi cette course en notre compagnie. On va se quitter avec le dog code Save the Queen. Donc en l'honneur du vainqueur Jake Dennis. On se retrouve nous à 13h15 dès demain, mais ce soir évidemment le multiplex Ligue 2 dans un petit peu plus d'1h30, 18h40 en direct sur la chaîne L'équipe. Merci beaucoup et on vous souhaite un très bon après-midi sur notre chaîne. Salut à tous.